Cameroun, manifestation des paysans. L'objectif de l'action, dénoncer l'accaparement de leurs terres. Plusieurs milliers de personnes ont défilé contre la xénophobie jeudi en Afrique du Sud. Elles rejettent les violences envers les immigrants. Dossier immigration, le remède au drame des migrants dépend de la réparation des erreurs du passé lors de l'intervention en Libye en 2011, selon François Hollande. Bonjour chez vous et bienvenue dans ce journal. Pour marquer leur rejet des violences qui ont ciblé ces dernières semaines des immigrés africains, des milliers de personnes ont défilé jeudi à Johannesburg. Rappelons quand même que ces violences ont suscité l'indignation à travers le continent. La manifestation a traversé plusieurs quartiers dont le très cosmopolite Hillbrow, où vit une forte communauté africaine. Coiffeurs nigériens, vendeurs à la sauvette mozambicains, restaurants éthiopiens, entre autres. Le slogan phare de la marche est formulé « À bas la xénophobie, vive l'Afrique ». Les récentes violences en Afrique du Sud ont réveillé le souvenir des émeutes anti-étrangers de 2008 qui avaient causé la mort de 62 personnes. L'image de la patrie de Nelson Mandela, icône de la lutte anti-apartheid, s'envoie abîmée. Les Sud-Africains ont battu des étrangers, ils les ont volés, ils les ont massacrés, c'est mal. Ce sont des Africains aussi. Quand c'était l'apartheid en Afrique, on fuyait dans leur pays. Alors ce qui se passe aujourd'hui n'est pas normal. La communauté chinoise n'a pas été touchée, personne n'a été blessé, mais nous ne voulons pas être les prochains. Personne ne devrait faire du mal aux autres dans ce pays, c'est un si beau pays. Ils veulent tuer l'économie sud-africaine, mais nous tenons bon et nous disons non, on ne va pas les laisser faire. Non à la xénophobie, non au massacre et au pillage. Aimons-nous les uns les autres et faisons du business comme dans les pays développés. Quand Mandela est sorti de prison en 1990, je courais ici dans les rues de Johannesburg. Les rues étaient sûres et tout allait bien, mais ce n'est plus le cas. Si la situation semble se normaliser dans le pays, des milliers d'étrangers ont cependant quitté les townships. Certains ont commencé à regagner leur pays. D'autres ont rejoint des camps provisoires ou trouvé refuge hors des quartiers dangereux. Des paysans camerounais ont manifesté jeudi. Ils ont assiégé une plantation de la société camerounaise des Palmeraies, dont le groupe français Bolloré est l'un des actionnaires. Le but est de dénoncer l'accaparement de leurs terres. Près de 26 000 hectares de terre sont exploités par la Socapalm pour la culture du palmier à huile au Cameroun. À en croire des ONG, cette entreprise contrôle environ 42% du marché national d'huile de palme brute. 39% de son capital sont détenus par Bolloré. Cette action au Cameroun est la première d'une série de manifestations que des paysans africains et asiatiques entendent mener pour protester contre l'accaparement de leurs terres par la holding luxembourgeoise. Nous dénonçons l'accaparement des terres, la rétrocession qui a été acceptée entre l'État du Cameroun et le groupe Sofink en 2005. Et nous décrions aussi la pollution très avancée des eaux usées de l'usine et la fumée qui salisse nos habits, qui détruit nos cultures. Les villageois ont perdu toutes les terres où peuvent pratiquer l'agriculture familiale. Et l'État qui a cédé la concession à Socapam reconnaissait qu'il y avait les villageois qui habitaient tout autour de ces plantations, mais le nouveau gestionnaire, à ce jour, est en train de récupérer ces bas-fonds, laissant les villageois sans là où doivent cultiver le manioc pour avoir de quoi se nourrir. Outre l'accaparement des terres dénoncées, les manifestants décrient les mauvaises conditions de vie qu'imposent ces industries aux riverains, en l'occurrence la pollution des eaux et des terres. Privés de leurs terres, les paysans ont prévu d'occuper les plantations de Sokfin au Cameroun, au Libéria, au Cambodge et en Côte d'Ivoire, jusqu'aux assemblées générales des groupes Sokfin le 27 mai et Bolloré le 4 juin. Ils l'ont fait savoir à travers un communiqué de l'Alliance internationale des riverains des plantations Sokfin Bolloré.
L'opposition guinéenne a organisé des manifestations jeudi pour protester contre le calendrier électoral. Ces manifestations ont été empêchées par les forces de l'ordre mobilisées dans tout le pays par le pouvoir en place. Conséquence, des heurts ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre. Une nouvelle manifestation de l'opposition guinéenne a eu lieu ce 23 avril. L'objectif est resté le même, protester contre le calendrier électoral. Après une journée ville morte à Conakry au début du mois, puis des manifestations non autorisées mi-avril et en début de semaine, l'opposition cherchait à étendre sa contestation au reste du territoire. Face aux opposants, les forces de l'ordre déployées dans tout le pays par le pouvoir en place pour empêcher les manifestations. Très vite, des échauffourées ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre en banlieue de la capitale, faisant 4 blessés et une personne tuée. La victime, membre de l'opposition, a été abattue à coups de matraque par les forces de l'ordre. Rappelons que l'opposition guinéenne organise régulièrement des manifestations contre le pouvoir en place depuis le mois d'avril. Manifestations au cours desquelles on dénombre plusieurs décès et une vingtaine de blessés. Et au Togo, la commission électorale permanente et indépendante en charge de l'organisation de l'élection présidentielle a tenu jeudi une conférence de presse à Lomé. L'objectif était de faire le point du processus électoral à ce jour, puis apporter un éclaircissement par rapport au mode de transmission des résultats. En effet, la CENI entend utiliser, outre les dispositions du code électoral, un système unifié de collecte et de centralisation pour les élections et les statistiques pour collecter les résultats. La sortie médiatique de la CENI constitue l'une des recommandations issues de la dernière visite du président en exercice de la CEDEAO, John Dramani Mahama, qui avait recommandé à la commission électorale de tenir cette conférence de presse afin de tenir toutes les parties prenantes à cette élection au même niveau de compréhension des différentes règles qui encadreront donc le scrutin du 25 avril prochain, c'est-à-dire samedi. Nous vous proposons à présent de suivre un extrait des explications du président de la Commission électorale nationale indépendante togolaise. Les articles 102 et 103 du Code électoral précisent les modes de transmission des résultats après le dépouillement des votes. D'abord, les PV des opérations électorales de chaque bureau de vote sont établis en 2 exemplaires. Le premier exemplaire est transmis directement au président de la CELI, la Commission électorale locale indépendante. Le deuxième exemplaire est transmis par les moyens les plus sûrs et sécurisés au bureau de la CENI par le président et le rapporteur du bureau de vote. Au niveau de la CELI, ce démembrement publie les résultats de son ressort au vu des procès-verbaux des bureaux de vote au plus tard 2 jours après le scrutin. Ensuite, dès la réception des PV en provenance des commissions électorales locales indépendantes, l'organe central, la CENI, effectue le recensement général des votes au plan national et proclame les résultats provisoires au plus tard 6 jours après le scrutin. Toutefois, tirant leçon des expériences passées, la CENI a décidé d'adopter en 2013, à l'occasion des élections législatives, le système unifié de collecte et de centralisation pour les élections et les statistiques, succès, en complément de la compilation des procès-verbaux en papier. En quoi consiste ce mode opératoire? Il poursuit d'abord 4 objectifs. Informer la CENI tout au long du déroulement du scrutin des dysfonctionnements constatés dans les bureaux de vote afin d'y apporter les correctifs le plus tôt que possible. Ensuite, informer la CENI du taux de participation au cours de la journée électorale. Remonter de manière contradictoire par les acteurs du bureau de vote, notamment le président et le rapporteur, qui sont de tendances politiques opposées, les résultats du BV après la fermeture des BV. Et finalement, faire la compilation des résultats partiels du scrutin et en permettre la diffusion après validation par la CENI. Il est à noter et à souligner que succès, le mode opératoire succès, ne remplace pas les dispositions du code électoral.
Au Bénin, le bureau politique d'Alternative Citoyenne, l'un des partis en alliance avec le regroupement politique Union fait la Nation, en liste pour les législatives de dimanche, était face à la presse jeudi. Au menu des échanges avec les hommes des médias, les dysfonctionnements observés au niveau de l'opération de distribution des cartes d'électeurs actuellement en cours. Pour plus de précision, nous vous invitons à suivre le deuxième vice-président d'Alternative Citoyenne, Urbain Amengbeji, qui intervient sur des propos recueillis par Joël Etonji et Floris Doussa. Il se prépare qu'une bonne partie de nos concitoyens n'auront pas le droit de voter dimanche prochain. Non pas parce qu'ils ont décidé volontairement de ne pas participer aux élections, mais parce qu'on les en empêche manifestement par un système qui les exclut de force. À qui profite le crime? Si les Béninois ne votent pas massivement, à qui cela va-t-il profiter? Ceci est inacceptable dans une démocratie. Je voudrais ici lancer un appel aux populations. Soyez patients, mais préparez-vous. Organisons-nous pour empêcher la fraude. Parce qu'au-delà d'empêcher une partie de la population d'avoir sa carte, ceux qui ont la carte, ils se préparent à les acheter. Et ils ont commencé déjà. Chère population, vous qui voulez que ça change, vous qui ne voulez plus continuer à souffrir, vous ne pouvez pas rester passif comme en 2011, le jour du vote. Organisons-nous pour être partout de 7h à 19h. Suivons les unes jusque dans les arrondissements pour les empêcher d'inverser le vote. Voilà, parlons à présent dossier immigration. Les dirigeants européens ont été sommés jeudi d'apporter enfin des réponses efficaces au drame des migrants en Méditerranée. François Hollande a estimé à Bruxelles que pour mettre fin au drame donc en Méditerranée, il fallait en particulier réparer les erreurs du passé lors de l'intervention en Libye en 2011, dans laquelle son prédécesseur Nicolas Sarkozy avait joué un rôle moteur. Pour François Hollande, il est inconcevable que plus de 3 années après l'intervention, l'on n'y a pas eu du tout une profonde réflexion sur la suite à donner aux événements. Voici un extrait de ses propos. Il y a la question libyenne. Et si, là, il ne s'agit plus de l'Europe, si le monde reste indifférent à ce qui se passe en Libye, alors même si on met davantage de moyens, davantage de surveillance, davantage de présence en mer, davantage de coopération, davantage de lutte contre les terroristes, il y aura toujours cette cause terrible qui est le fait que ce pays n'est plus dirigé, il n'est même plus gouverné, il est dans le chaos. Et la question, c'est de savoir comment se fait-il qu'après une intervention, il y a maintenant plus de 3 ans et demi, il n'y ait eu aucune réflexion sur ce qui devait se passer après. Alors maintenant, il s'agit de réparer les erreurs d'hier. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Très bonne suite des programmes de SICA.